Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore un récit de votre frère. Comme je vous ai dit précédemment, n'est-ce pas? Et quel sera l'objet de cette vidéo? Je vais vous faire écouter un entretien que j'ai eu avec Maître Godelive, c'est une Camerounaise, et que j'ai même pris son contact et que après je vais publier ses contacts. Pour ceux-là qui ont signé la prise en charge, vous saviez, il faut le dire de manière vraie, sans langue de bois. Cette année, la procédure était un peu difficile, complexe, compliquée. Voilà, ce n'est pas dû à vous, mais c'est suite aux nouveaux changements en cours de route, où l'Office des étrangers n'a même pas attendu la fin. Si je vais d'abord commencer par les demandes d'admission. Après les demandes d'admission, la prise en charge. Après, je vais revenir même à la première étape qui est l'équivalence. Commençant par les demandes d'admission, il y avait plusieurs étudiants là, plusieurs enfants qui avaient déjà fait la procédure où ils avaient déjà obtenu une admission dans des écoles prépa. L'Office a boycotté ça de manière officielle en disant que tous ceux-là qui ont eu l'admission dans cette histoire, dans des écoles prépa, 7e prépa, le visa ne sera pas accordé. Du coup, l'enfant qui avait laissé certaines écoles passer, se disant que il a déjà eu l'admission, c'est comme ça qu'il se trouvait en retard. Parce que d'autres écoles avaient déjà, certaines écoles avaient déjà fermé, puisque voilà, ils comptaient sur cet examen. Du coup, l'enfant, certains se sont découragés, attendre l'année prochaine. Pourtant, ils n'ont pas dit ça au départ. C'est à plus de la moitié de la procédure qu'ils l'ont dit. Maintenant, la prise en charge, c'est comme si à chaque semaine, on indexait. Vous voyez, ça a d'abord commencé, on était à 2400 et poussière, on est monté à 2540. Après maintenant, le 1er août, on a encore ajouté plus 100 €, 2600 et poussière. Donc, je vais vous faire écouter l'entretien avec l'avocate et le résumé, je viendrai après résumer. Donc, en grosso modo, ce qu'il faut retenir tout au long de cette interview. Donc, si tu as signé ta prise en charge et que même où que tu veux signer la prise en charge, ne commets pas cette erreur-ci. Donc, écoutez donc attentivement, maître. Et sachez que ça a été lors de l'occasion de cette journée que je l'ai eue. Elle dit qu'elle me connaît, certainement peut-être pas des médias sociaux, mais je ne la connaissais pas. Donc écoutez attentivement Maître Godelive qui va vous entretenir donc sur l'indexation de la prise en charge, les conséquences, les répercussions sur votre demande de visa et même si ça a des répercussions, qu'est-ce qu'il faudra faire. Merci. Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Déjà, vous connaissez qui est Aristide. On a pu se présenter. Je suis avec Maître Thiabou Tiomela. Voilà, avocat au barreau Valenciennes et Mons. Voilà, parce que c'est toujours bien de présenter. Parce qu'il y a souvent des guignols là. Quand on dit guignols, c'est les dessins animés qui font rire. Vous voyez? Et bien là, je suis avocat. À peine il mange, je dis qu'il est avocat. Non, on est avec une compatriote que j'ai vue sur cette journée organisée par la FEDAH et elle a tenu un discours qui m'a plu et j'ai décidé de la prendre en aparté pour qu'elle essaie de répondre à quelques questions. Et elle m'a dit 2 questions que je ne vais pas déborder. Ça concerne notamment, chers amis, les prises en charge. Tout à l'heure, j'ai dit à Maître qu'elle doit essayer de dire la vérité telle qu'elle. Comme Eboaloting disait, la vérité est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. Ceci étant, vous saviez, à partir du 1er août, on a indexé les prises en charge. Et alors, je vais poser donc de ce fait la question à Maître. Le 1er août, les prises en charge ont été indexées. La question est celle-ci, Maître. Supposons que avant l'indexation, on était à 2540 €. Je le sais déjà, mais on a augmenté à partir du 1er août plus de 100 €. La question est celle-ci. Supposons que quelqu'un a déposé son dossier aujourd'hui à l'ambassade, Maître. Et alors, il a déposé quand on n'avait pas encore indexé. À minuit, le lendemain, on indexe. Et la question est celle-ci. Est-ce qu'à la fin de sa demande de visa, on peut refuser le visa à cette personne sous prétexte que
la solvabilité insuffisante dans la mesure où, quand il signait, on était à 2540, mais à la veille, quand il a déposé, on était à 2640. Voilà, mais donc je veux que maître, vous regardez la caméra, vous nous dites la vérité. Bon, je crois avoir déjà répondu à cette question dans la présentation préalable. Bon, en fait, a priori, on ne peut pas vous refuser le visa sur la base du fait qu'il y a eu l'indexation après le dépôt de votre demande de visa. Mais normalement, lorsqu'on dépose une demande de visa, on doit respecter les règles au moment où on dépose. Sauf que il y a une différence entre le moment où vous déposez la demande et le moment où on prend la décision au niveau de l'Office des étrangers. Malheureusement, il peut y avoir des agents qui, au lieu de se baser sur le montant de la somme qui était nécessaire au moment du dépôt du dossier, se basent plutôt sur le montant qui est en vigueur au moment où ils prennent leur décision. Donc il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas. A priori, il devrait se baser sur le montant qui préexistait, mais on a certains qui le font seulement sur la base des éléments, enfin de l'indexation qui est postérieure au dépôt du dossier. Alors là, on peut contester la décision en disant au moment où on a déposé, voilà ce qui était requis comme condition. La condition a été modifiée après le dépôt. Voilà ce qui peut se passer. Voilà. La question encore est celle-ci, maître. Est-ce que c'est un tort pour l'Office des étrangers, au lieu d'attendre que l'année finisse avant de recommencer, ou comment c'est une façon de nuire aux étudiants ou de leur refuser le visa? Peut-être on va les piéger en disant que la solvabilité est insuffisante. Pour moi, cette décision de refus peut être contestable. Pourquoi? Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on doit au moment où, lorsque l'office prend sa décision, il doit se placer au moment du dépôt du dossier. Quelles étaient les conditions? Est-ce que l'étudiant, au moment du dépôt de son dossier, respectait les conditions? Si au moment du dépôt des dossiers, on disait 2450 €, 2470 €, 2550 €, c'est un bête exemple que je prends, et que dès le lendemain du dépôt du dossier, il y a une indexation, alors l'étudiant au moment du dépôt de son dossier n'était absolument pas en tort. Donc il a déposé le dossier en respectant toutes les conditions qui étaient requises. Alors, quand je parle de conditions, je parle uniquement de la condition financière. Après les autres, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais au moment où il dépose sa demande, il est clairement dans les règles. C'est les règles qui changent après. Or, en matière juridique, la loi n'est pas censée être rétroactive. Elle devrait être appliquée que pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle s'il y a une décision qui est prise contre un étudiant qui a déposé une demande de visa, simplement parce qu'entre-temps, les données auraient changé, alors là, elle est clairement contestable. Voilà, donc ça suppose que, chers amis, je vais un peu faire un résumé. Parce que vous savez, des occasions comme ça sont rares. Je vais un peu faire un résumé. Sous son contrôle, elle va me dire si c'est exact ou pas. Alors, supposons que quelqu'un a déposé avant qu'on indexe et qu'il savait qu'on le refuse le visa sous prétexte que la solvabilité est insuffisante dans la mesure où il avait déposé avant qu'on indexe. En ce moment, il peut faire un recours et il a gain de cause. Il peut faire un recours, mais le souci, a priori, il devrait avoir gain de cause. Mais je suis quand même obligée d'être totalement franche avec vous et de vous dire qu'en matière juridique et judiciaire, rien n'est jamais garanti. Donc, évidemment, le Conseil de contentieux des étrangers, auprès duquel on pourra déposer un recours, normalement en appliquant les textes tels qu'ils préexistaient au moment du dépôt du dossier, devrait donner gain de cause à l'étudiant. Ça, je dis a priori. Mais parfois, on a des surprises. Donc, d'où la nécessité, lorsque vous déposez les dossiers de demande de visa, de vous assurer que la personne qui signe votre prise en charge n'a pas vraiment un revenu très net. De vous dire, et s'il y a indexation, parce que je peux vous assurer que les indexations vont venir et vont aller crescendo. Donc, assurez-vous que la personne qui signe votre prise en charge n'a pas des revenus vraiment nets, mais qui a une marge de manœuvre. Voilà. Elle a dit 2 questions, mais je vais finir avec sa maître. Voici une dernière question. Je ne sais pas, elle a fui, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais concentré à vous écouter. Voilà, non, pardon, maître. Voilà. Bon, maître, peut-être si un enfant est confronté à ce problème peut-être de recours, est-ce qu'on peut vous consulter?
Il n'y a pas de souci. J'ai d'ailleurs dans ma fiche client pas mal d'étudiants étrangers, aussi bien camerounais, africains, asiatiques, vraiment très 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 large. Donc si vous avez un refus de visa ou un refus de regroupement familial ou un refus de renouvellement de votre titre de séjour, n'hésitez pas. Voilà, ce qui est très sûr les amis, je vais donner son numéro. Et s'il vous plaît, ce n'est pas pour fatiguer des gens. Je vais encore vous dire, peut-être elle ne va pas le dire, mais moi je vous dis, il n'y a rien de gratuit. La consultation d'un avocat est payante. On paye. Je ne sais pas comment on va dire ça en votre français. Parce que vous voulez, oui, c'est son numéro, attends, je vais quand même l'écrire. Vraiment, maître, non. Pour la consultation, je ne sais pas si c'est autorisé de donner le prix public. Là, vous pouvez imaginer, maître, ce n'est pas une question. Un enfant au Cameroun. Et il n'a pas les moyens de vous appeler au téléphone direct. Est-ce qu'il peut faire une consultation avec vous WhatsApp? Consultation WhatsApp, pourquoi pas, mais disons que le cabinet est équipé en vidéoconférence. Ouais. Donc je fais pas mal de réunions en Zoom et par Teams également. Donc j'ai la version professionnelle de ce logiciel-là. Je fais beaucoup de consultations à distance. J'ai d'ailleurs développé cet outil-là avec la Covid. Donc actuellement, il y a même beaucoup de clients qui ne peuvent pas se déplacer facilement vers le cabinet et qui viennent vers moi et qui sollicitent évidemment des consultations vidéo. Donc ça, c'est possible. Voilà. Donc ça veut dire, si tu es au Cameroun, à Kinshasa, peu importe où tu m'écoutes, je vais laisser son numéro WhatsApp. WhatsApp, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc je vais... en cas d'urgence, on va dire. Voilà, elle dit en cas d'urgence. C'est avec sa permission. Elle va me donner après son numéro, si je peux afficher. Si j'affiche, soyez poli. Je dis bien soyez poli, parce qu'on vous connaît. Moi, je vous connais. Voilà. Et maintenant, maître, les frais de consultation, est-ce qu'on le dit en vidéo ou peut-être c'est en privé? Non, c'est absolument pas privé. Hein. Moi, d'ailleurs, mes honoraires sont affichés au cabinet. Donc, pour les consultations, c'est TTC, donc toute taxe comprise à 90 €. Donc, 90 € pour la consultation. Recommencer encore pour qu'ils comprennent bien. Parce que quand c'est l'argent, ils disent non, c'est payant. Non, c'est payant, la consultation. La consultation en des mots simples. On ne va pas utiliser les gros mots comme les maîtres qui ont trop fréquenté. Ça veut dire quoi? Tu as un problème ou tu veux faire recours. Tu contactes son numéro WhatsApp. Tu payes d'abord. Peut-être, je ne sais pas. Après, elle va donner les moyens de paiement. 90 €. Je vais en France, c'est 90 €. C'est combien, maître? Alors, 100 € c'est 65 000. Donc, 90 €, on va dire 55 000 à peu près. Voilà, donc tu... 7 000 francs. Donc, vous faites 90 fois 656. Et alors, quels sont les moyens de paiement, maître? Alors, les virements bancaires, essentiellement les virements bancaires et les espèces. Ceux qui sont en Afrique, ils n'ont pas de compte. Vous ne prenez pas Orange Money? Orange Money, non. Mais je suis en train d'ouvrir effectivement un cabinet à Yaoundé d'ailleurs. Ouais. Donc, j'ai un compte bancaire privé pour l'instant, mais que je vais ouvrir un second compte professionnel. Donc, j'expliquerai, je communiquerai le numéro de compte professionnel en cas de besoin. Voilà. Bon, bref, il faut anticiper. Je reste convaincu à 1000% qu'il y aura des tonnes de messages et des tonnes de consultations. Mais pour faciliter, comme je suis avec des milliers d'Africains, pour les faciliter la tâche, il faudra Orange Money avec 1000 francs. Je vous dis comme ça se passe. Si vous connaissez, tant mieux. Vous prenez 1000 francs, vous aviez des gens au Cameroun, vous demandez à ces personnes, vous faites la photocopie de votre passeport. Alors, vous envoyez à une personne que vous faites confiance. Il paie Orange Money, il paie une puce 500 francs. J'ai un numéro Orange puisque je voyage régulièrement. Voilà. Mais pour les Camerounais, les dépôts seront prêts. Voilà. Ce que je vais dire à Maître ce soir, humblement, je ne vais rien lui demander, mais je reste convaincu que vous auriez des tonnes de consultations. Je suis convaincu à 10 millions de %. Donc, je vais demander à Maître qu'elle fasse un compte, parce que je sais que faire le virement, c'est difficile pour vous. Donc, après, ce soir ou même le lendemain, quand elle va créer le numéro de compte, je vais vous donner, surtout, quand vous faites le dépôt,
vérifiez si, quand vous allez valider le transfert, si c'est le nom qui est affiché. Voilà, elle va me donner tous les coordonnées, ne vous inquiétez pas, je vais publier. La consultation, c'est 90 €. Alors maître, qu'est-ce que donc tu peux donner comme conseil à ceux-là qui ont signé la prise en charge avant l'indexation et à ceux qui vont signer les prises en charge à l'avenir? Bon, comme je disais, hein, je pense que j'ai déjà peut-être répondu à cette question avec d'autres mots. Alors, pour l'instant, le problème, c'est qu'une fois que le dossier est déposé, c'est difficile de faire un complément. D'accord? Donc, c'est déjà le nom du garant qui est affiché. Donc, il faut voir également, voir si depuis le moment où on a, par exemple, signé la prise en charge, puisqu'il y a également une indexation des salaires, donc il est possible que la personne qui a signé la prise en charge ait une indexation de son salaire qui lui permet de couvrir quand même l'indexation de la prise en charge qui a été signée. Donc, il faut se rapprocher de ces personnes, des gens qui ont signé vos prises en charge, actualiser leurs revenus, les fiches de paye, et vous tenir prêt au cas où, au niveau de l'Office des étrangers, on vous fait valoir que la personne qui a signé votre prise en charge, ses revenus ne sont pas adéquats. Vous aurez déjà les éléments pour pouvoir faire un recours en disant au moment où je déposais, il avait autant. S'il y a eu indexation de la prise en charge, du moins du montant de la prise en charge, il y a eu également indexation des revenus. Ça, c'est éventuel, hein, mais indexation des revenus de mon garant, voilà les éléments. Donc, c'est ça qu'il faut préparer déjà, parce que lorsqu'on fait un dossier et qu'on n'est jamais garanti à 100%, il faut également se préparer. Au cas où il y a une contestation à faire, un recours à faire, il faut également se préparer. Donc, chers amis, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Peut-être mettre où elle se trouve, peu importe si c'est à son bureau à Lille ou peut-être même à Mons, je vais encore avoir l'occasion de la voir, même si c'est le cadre de consultation, pour qu'elle essaye de nous égayer. Je vous dis vraiment merci pour cet entretien, maître. Mais écoutez, c'est toujours avec grand plaisir que je mets mon expertise à disposition des personnes qui en ont besoin, que ce soit des compatriotes ou d'autres personnes. C'est un grand plaisir. Donc, je vais prendre le numéro de maître pour tous vos problèmes de recours. Vous allez consulter maître. Elle peut faire via WhatsApp, via une vidéoconférence ou à défaut, si vous voulez faire le dépôt Orange Money, elle va communiquer un numéro de compte. Elle m'a dit plusieurs fois que je l'ai rencontrée et c'est où je dis oui, elle a raison. Donc ceci, je dis encore merci à maître. Je vais peut-être passer la parole à un autre invité si maître doit accepter pour quelques questions. Merci, c'était Aristide, votre frère. Ciao, ciao.